Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 a eu droit à une restauration body-off. Dans l'épisode précédent, la boîte de vitesse a été finie. Nous pouvons à présent nous attaquer au montage de la Mini. Entre-temps, toutes les pièces ont été rassemblées et triées. Les nouvelles pièces sont prêtes pour le montage aussi. Les pièces dotées de laque en poudre sont également de retour. Voilà, ce sont toutes les pièces de la suspension, le châssis à l'avant et à l'arrière et tout ce qui va dessus. Toutes ces pièces ont d'abord été dégraissées, puis sablées et dotées de laque en poudre. Tout est à présent propre et prêt à être remonté. Voici les nouvelles pièces pour le châssis. Et ici, ce sont tous les boulons et vis du châssis, du système de freinage et autres. Ces boulons n'ont pas encore été nettoyés. Je ne le ferai que quand j'en aurai besoin, car il y aura aussi beaucoup de nouveaux boulons et vis. Je m'éviterai ainsi tout travail inutile. Je ne dois par exemple pas nettoyer ce contact de frein, car j'en ai acheté un nouveau. Je verrai bien pendant le montage de quoi j'ai besoin ou pas. Mais maintenant, je peux d'abord aller chercher la Mini. La carcasse est prête à la carrosserie. Je me réjouis de voir le résultat. Elle est belle, hein? Elle est vraiment propre. La carcasse est chargée avec soin et amenée au garage. Voilà, je suis content que la carcasse soit prête. À présent, je peux enfin entamer le montage. C'est ici que le plaisir commence. La carcasse de l'Austin Cooper a eu droit à une belle nouvelle couche de peinture. Mais sous cette peinture, beaucoup de choses ont été adaptées aussi. Je vais vous montrer un peu tout ce qui a été adapté. Il y a tout d'abord désormais les bons seuils. 1, 2, 3, 4 trous. Ici, il y a aussi un problème. Il y avait trop d'enduit. Cela a été résolu et l'excédent a été éliminé. Et au niveau de la portière, il y avait également un problème avec les charnières. Mais maintenant, tout va parfaitement. Le toit a également été peint en blanc. À l'origine, les Mini rouges arborent toujours un toit noir. Mais pour les voitures de rallye, ils passaient toujours à un toit blanc. Il y avait une raison spéciale à cela. Lorsque ces voitures effectuaient des rallyes de longue distance, comme le rallye alpin ou Liège-Rome, elles passaient la frontière italienne. Les voitures italiennes étaient toutes rouges, avec un toit blanc. Lorsque la douane italienne voyait donc arriver une voiture rouge avec un toit blanc, celle-ci pouvait tout simplement poursuivre sa route. Si la voiture était d'une autre couleur, elle devait s'arrêter. C'est pourquoi toutes les voitures de rallye, Mini, MG et Austin Haley étaient aussi dotées de peinture rouge et d'un toit blanc. La douane italienne n'y voyait que du feu et les laissait passer. Elle ne perdait ainsi pas non plus de temps pendant le rallye. Et c'est pour cette raison qu'elles ont tout un toit blanc. La porte de coffre est à présent aussi dotée d'un panneau en aluminium. Sur les voitures de rallye, les portières et le coffre étaient également tous en aluminium pour gagner du poids. Ici aussi donc. Regardez, c'est du métal. Le cadre de la porte est toujours en métal, mais le panneau même est donc désormais en aluminium. C'est pareil pour les portières. La première chose que je vais monter dans la Mini est le châssis arrière, puis le châssis à l'avant. Mais pour monter le châssis à l'avant, je voudrais d'abord que le moteur soit prêt, car je monterai le moteur sur le châssis, puis je passerai la carcasse de la Mini par-dessus. Je ne devrais ainsi pas chipoter pour y faire descendre le moteur par le dessus, et je n'abîmerai rien non plus. C'est pourquoi je vais donc d'abord finir le moteur et la boîte de vitesse, afin de pouvoir ensuite tout assembler d'un coup. Voilà. Aujourd'hui, je vais donc finir le moteur. Une boîte vient juste d'arriver avec des pièces. Je vais un peu regarder si tout est bien dedans. Je sors d'abord tout de l'emballage.
et j'étale les pièces sur la table. J'ai commencé par étaler et nettoyer toutes les pièces du bloc moteur. Je peux ainsi voir ce qui est encore utilisable et ce qui doit être remplacé, comme ce joint torique. J'en ai déjà préparé un nouveau. Les pignons sont ensuite contrôlés. Cela n'est pas visible, mais il y a déjà ici et là une petite bavure, parce qu'un côté tranchant est apparu. Nous allons donc les remplacer. Et ils ne coûtent pas non plus très cher. Nous utiliserons donc de nouveaux pignons. Et cela signifie que celui-ci peut être jeté et sera remplacé par un nouveau. Pareil pour ce pignon, je le remplacerai aussi. Et Karl prépare ainsi toutes les pièces. Voilà, je peux maintenant m'attaquer au montage du moteur. Je vais d'abord remonter les pastilles de sablage dans le bloc moteur. Qu'est-ce qu'une pastille de sablage? Il s'agit d'un élément d'étanchéité se trouvant ici pour garder l'eau dans le bloc. Pourquoi ces pastilles? Eh bien avant, le liquide de refroidissement était d'une qualité bien différente de celle d'aujourd'hui, et on utilisait parfois de l'eau ordinaire. En hiver, l'eau gelait et se dilatait. Le moteur pouvait ainsi parfois même éclater. C'est pourquoi on place ces pastilles. Elles sont alors éjectées, mais le bloc moteur, lui, n'éclate pas. Il faut toujours les remplacer, car elles sont toujours rouillées à l'intérieur. Celles-ci sont encore en assez bon état, mais parfois, elles sont rongées par la rouille, et donc fuient. Dans notre cas, on ne va pas prendre de risques, et on va les remplacer toutes par de nouvelles pastilles. Celles-ci sont simplement enfoncées dans le bloc. Je mets aussi un peu de produit de blocage dessus. Parfois, ils utilisent de la silicone, mais ce n'est en fait pas très bon, ça. Le but est qu'elles soient légèrement coincées par la rouille afin de bien rester en place. La silicone crée une fine couche et l'étanchéité n'est donc pas bonne. Lorsque le bloc est sous pression, elle saute alors tôt ou tard. Voilà. Il faut bien sûr aussi faire attention de ne pas les enfoncer trop profondément. C'est ensuite au tour de la pompe à huile. Elle est entraînée par l'extrémité de l'arbre à cames. L'arbre à cames est entraîné par la distribution, comme vous le verrez par la suite. Mais la pompe à huile s'accroche ici au bout de l'arbre à cames. L'huile est alors aspirée via ce trou, puis via ce trou depuis la boîte de vitesse. Voici le joint de la pompe à huile, et l'encoche ici doit coïncider avec le petit trou ici. Karl ne fixe pas encore directement la pompe. Il teste d'abord si elle tourne bien avec l'arbre à cames. Vous pouvez maintenant entendre que la pompe à huile tourne. L'arbre à cames est à présent bien centré dans la pompe à huile. Je peux donc serrer la pompe à huile. Je desserre les boulons un à un et je mets un peu de produit de blocage. Et ils sont ainsi fixés un à un. Je vais maintenant aussi les serrer avec la clé dynamométrique à 11 Nm. Je contrôle encore bien tout. Voilà. Et à présent, bloqué. Tout est bon. Vous pouvez encore faire tourner l'arbre à cames et écouter dans ce trou où il aspire l'huile. On entend bien qu'il pompe déjà. Je peux maintenant monter tous les éléments de la distribution, c'est-à-dire la chaîne de distribution, le couvercle et les pignons. Puis je règle correctement l'arbre à cames sur l'arbre moteur. Je vais d'abord mettre le moteur à son poids mort supérieur.
Il est maintenant au point de basculement du piston, entre la montée et la descente. Il change ici de côté. Mais avec ce moteur, vous ne pouvez pas vous tromper. Il doit toujours se trouver en haut, et à présent, il est quasiment en haut. Tout à l'heure, vous ne pourrez pas vous tromper avec les pignons car ils doivent être bien alignés. Voilà la garniture d'étanchéité dont j'ai besoin. Il faut toujours vérifier si elle s'ajuste bien avant d'entamer le montage. Et celle-ci est correcte. Karl colle la garniture d'étanchéité à sa place avec un produit d'étanchéité liquide. Je fais pareil que pour la boîte de vitesse. Appliquer une fine couche de silicone sans exagérer et en l'étalant uniformément. Et la pièce reste ainsi bien en place pendant qu'il monte le couvercle. Tout est bien sûr à nouveau serré au bon couple afin que rien ne risque de se détacher sous l'effet des vibrations et d'atterrir dans le moteur. Je monte à présent le goujon de calibrage. Il veillera à ce que le pignon reste en place. Vous voyez ici sur ces pignons, ce sont les deux nouveaux qu'il y a deux repères. Il y a ici une petite boule et ici aussi. Elles doivent toujours être bien alignées. Je vais maintenant tourner l'arbre à cam de manière à ce que le goujon de calibrage s'ajuste aussi dans l'arbre à cam et soit bien aligné. Vous pouvez ici tout bien aligner. La nouvelle chaîne peut à présent être placée dessus. Avant de tout serrer, je vais d'abord encore contrôler si tout est toujours correct, car lors du montage, il y a eu un léger déplacement. Je tourne donc encore le moteur et je regarde où j'arrive. Voilà, les pistons sont en haut et l'arbre à cam est correct. Je dois encore le contrôler lorsque la culasse est montée et regarder comment se situent les soupapes. Ce n'est que lorsque je suis certain à 100% que je peux tout serrer. Je monte maintenant d'abord les guides de soupapes se trouvant sur l'arbre à cam. Ce sont des poussoirs de soupape d'une Cooper S. Il y a un petit trou dedans. Alors pourquoi? Parce que l'huile revient du haut vers le bas via ces trous où se trouvent les tiges de soupape. L'huile entre et sort par ces trous et lubrifie ainsi les guides de soupape. Ceux-ci sont à l'intérieur et se trouvent alors sur l'arbre à cam. Je les lubrifie alors d'abord un peu afin de pouvoir les monter facilement. Voilà, ils se mettent bien en place. Vous voyez que l'un se trouve plus profondément que l'autre. Celui-ci est un peu plus haut et celui-ci aussi. Cela est simplement dû à la position des cams, ce qui est normal. Là, je vais d'abord monter les boulons. Lors de la révision du moteur, ils ont rendu ce coin ici conique avec une fraise. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, quand vous placez les boulons, si ceci est plat et que vous serrez le boulon, vous tirez toujours le filetage un peu vers le haut.
Et alors, ce n'est plus complètement plat. Et ici, cela ne peut pas arriver grâce à la forme conique. Je place d'abord les 4 plus longs. On est ici à l'arrière du moteur, là où les culbuteurs sont aussi montés, et c'est pour ça qu'ils sont plus longs. Il me reste encore différentes longueurs. Pour une Cooper S, le chauffage passe du moins sur les voitures de rallye via un tuyau en cuivre, ici à l'avant du moteur. Il est serré avec les boulons de culasse. C'est pourquoi il en faut 2 un peu plus longs afin qu'un écrou puisse encore être serré pour pouvoir fixer ce tuyau en cuivre. Mais je vais devoir un peu chercher où ils doivent venir exactement. Celui-ci se trouve en tout cas ici. Et celui du milieu est aussi un ordinaire. Mais maintenant, cela peut être ces deux-là ou ces deux-là. Je vais regarder sur les photos d'une voiture de rallye. On voit clairement ici que le tuyau en cuivre est fixé sur les boulons du milieu. Ces longs boulons doivent donc se trouver là. Et ici, on le voit bien aussi. Je vais donc placer ici ces longs boulons afin qu'un écrou supplémentaire puisse encore venir dessus. Je vais d'abord serrer ces boulons dans le bloc moteur à 30 Nm et ils seront ainsi déjà fixés dans le bloc moteur. Si vous les serrez simplement à la main, ils se détacheront tôt ou tard. Je prends pour cela 2 anciens écrous de culasse et je les serre l'un contre l'autre. Voilà, et maintenant, je peux les serrer au bon couple de serrage. Maintenant, desserrer simplement à nouveau et passer au suivant. Une Cooper S a 11 boulons. Un boulon ordinaire et les autres sont serrés avec des écrous. Sur une Mini ordinaire, ces deux-là n'y sont pas. Celui-ci est très étroit parce qu'il y a un peu de place, mais on en a tout de même monté un. Ici, il y a un perçage complet vers le conduit d'eau où se trouve aussi la pompe à eau. Pour être tout à fait certain que de l'eau ne monte pas le long de ce boulon, j'applique toujours un peu de silicone dedans pour l'étancher. Et maintenant, je monte la garniture d'étanchéité. Ici, il y a 2 repères. Top et front. Front est toujours l'avant du moteur, le côté de la distribution. Top est bien sûr le dessus. Et puis la culasse dessus. Voilà, j'enfonce à présent d'abord les tiges de poussoir dedans, sur lesquelles reposent les culbuteurs, et ensuite je monte tous les boutons et écrous. Mais vous le verrez dans le prochain épisode de DIY on Wheels. Carl poursuivra alors patiemment l'assemblage du moteur.